La Constitution, comme tout le monde le sait, là, dans cette première approche, je m'adresse aux citoyens normaux que vous êtes, que je suis moi-même, avant d'être professeur et vous-même avant d'être étudiant. Tout le monde sait que dans chaque pays, il y a une Constitution, que chaque pouvoir politique est réglementé par une Constitution. Et tout le monde sait également que la Constitution est le texte suprême au niveau de l'État et que toutes les institutions, les instances de l'État, si vous voulez, se soumettent à la Constitution parce que c'est l'acte fondateur du pouvoir, c'est l'acte organisant par excellence les fondements des instances constitutionnelles. Et du coup donc, ce n'est pas nouveau donc que je vous dise que la Constitution, et pour vous que je dise que la Constitution est l'acte le plus important de la plus haute autorité au sein de l'État. C'est pour ça d'ailleurs tout simplement, nous juristes, lorsqu'on entreprend un cours en droit constitutionnel consacré à la Constitution, la première phrase qui nous vient à l'esprit, c'est que tout État dispose d'une Constitution. Ça, c'est l'hypothèse de base. L'hypothèse de base, je viens de le dire, que tout le monde a en tête, donc le simple citoyen sait très bien que dans chaque État, où chaque État est gouverné et réglementé, ou plutôt les pouvoirs dans chaque État sont réglementés par une Constitution. Et partant de là donc, le système de gouvernement, sur quoi il repose, si vous voulez, est régi par un certain nombre de règles dont la nature est supérieure à toutes les autres. Je voudrais bien dire le système de gouvernement sur quoi repose l'État lui-même, c'est-à-dire les articulations institutionnelles de l'État. Donc ce système est régi par un certain nombre de règles dont la nature est supérieure à toutes les autres, qui est bien sûr la Constitution. Je vais essayer de vous donner un autre, si vous voulez, regard sur la Constitution, un petit peu transversal, pour vous donner une vision critique de la chose. Donc, à travers deux idées. En premier lieu, les constitutions des systèmes totalitaires et autoritaires sont très variables en termes de complexité. Et en premier lieu, la première catégorie de constitution, ou le premier niveau de constitution, est rédigé par des termes simples et susceptibles d'interprétation très large, dans le sens du renforcement du pouvoir donc de la personne qui détient le pouvoir, généralement un dictateur ou une personne tyrannique dans le cadre d'un pouvoir totalitaire. Et je donne ici l'exemple du régime de Staline, qui a, si vous voulez, dominé l'ex-Union soviétique, l'Union des républiques socialistes, URSS, à partir, si vous voulez, le long des années 30 et pratiquement jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup plus tardivement d'ailleurs que la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Staline, tout le monde sait que le pouvoir de Staline était un pouvoir extrêmement totalitaire, extrêmement, si vous voulez, pyramidal, et ainsi donc, le type de constitution qui lui convient, c'est un type, si vous voulez, qui peut être très facilement, qui peut être interprété de façon, si vous voulez, très large, et ainsi donc, l'État dispose d'une constitution, mais l'interprétation de la constitution va dans le sens où veut le chef de l'État, où veut aller bien sûr l'idéologie du pouvoir. Donc à ce moment-là, la constitution devient un texte, un pacte social, le pacte fondateur de l'État, mais au service d'une personne, au service du pouvoir tyrannique d'une personne et au service bien sûr d'une idéologie. Dans le système démocratique, c'est le deuxième type, si vous voulez, d'exemple que j'aimerais bien vous donner. Les règles constitutionnelles sont, au contraire, assez complexes et touchent aussi bien l'organisation du pouvoir suprême de l'État que la garantie des libertés et droits fondamentaux des citoyens. C'est la nouvelle génération, si vous voulez bien, de constitution, et c'est une génération qui a pris racine et qui s'est développée
après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, notamment en Allemagne. Bien sûr, ne parlons pas des constitutions des pays les plus anciens en termes de, si vous voulez, de pouvoir démocratique, la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Ça, c'est une autre histoire. Donc, j'aimerais bien préciser qu'il s'agit bien sûr de pays qui ont connu une dynamique de construction du pouvoir, qui sont passés par plusieurs phases pour aboutir à la phase pratiquement, je dirais, démocratique. Et l'Allemagne fait partie de ces pays-là. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne s'est transformée en État hautement démocratique, et c'est le premier État d'ailleurs qui a intégré une dimension de droits et libertés fondamentaux structurante au niveau de sa constitution. Et c'était voulu d'ailleurs, c'était voulu parce que c'est pour lutter pratiquement contre les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, ou des facteurs qui ont mis en place, qui ont généré la Deuxième Guerre mondiale. Les facteurs qui ont généré la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, parmi les facteurs fondamentaux, c'est l'installation d'un État totalitaire, notamment dominé par Hitler. Donc, l'Allemagne a voulu installer une sorte de barrière pour ne plus retourner en arrière, pour évoluer vers l'avant, c'est-à-dire pour évoluer dans un sens d'état de droit, d'état démocratique, et empêcher pratiquement tout revirement vers un pouvoir qui peut être, si vous voulez, tenté par la grandeur de Hitler, la grandeur de l'État allemand entre les deux guerres, bien sûr, d'un État brisé à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, vers un État conquérant au bout pratiquement de quelques décennies, de 2 décennies pratiquement, de 2 décennies. L'Allemagne est passée d'un État brisé à un État conquérant qui a pratiquement détruit toute l'Europe. Et bien sûr sur la base d'un pouvoir extrêmement violent qui est le pouvoir d'Hitler. Et je n'ai pas l'intention de vous donner, de vous rappeler les articulations et, si vous voulez, la construction du pouvoir de Hitler et les manifestations de sa cruauté, vous le savez déjà. Je dirais donc que le sens originel de la notion de constitution désignait au XVIIIe siècle les règles de régime politique protégeant, proclamant et garantissant et organisant ainsi la liberté. Ça, c'est d'un sens, si vous voulez, historique. C'est pour dire qu'en fin de compte, après la Deuxième Guerre mondiale, les constitutions ont repris la définition de base qui a été donnée à la Constitution et qui se focalise, si vous voulez, aussi bien sur l'organisation du pouvoir que sur la garantie, la proclamation de la garantie et de l'organisation des libertés et droits fondamentaux. Nous allons revenir sur ce point-là lorsque nous aurons à évoquer les différents textes structurants de la Constitution britannique, la Constitution souple britannique. Donc rappelez-vous bien de ce point-là, on va y revenir par la suite. D'accord ? Donc le premier angle à travers lequel nous allons nous attaquer à ce cours, à cet élément de cours, c'est les fondements formels de l'État, notamment la Constitution, c'est-à-dire une définition a priori de la Constitution, pour passer au deuxième point, tel que je l'ai rappelé ultérieurement, qui est une analyse de la force juridique de la Constitution. La Constitution donc est l'élément de base du droit constitutionnel. Ça va de soi. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien au niveau de l'introduction générale de ce module, nous avons déterminé une première définition du droit constitutionnel comme étant le droit de la Constitution. Donc le droit constitutionnel étant le droit de la Constitution. Et donc toute la discipline du droit constitutionnel s'articulait, tournait autour de ce texte fondamental, lu, interprété, vu, bien sûr, entendu comme un texte, si vous voulez, intangible, et dont toute interprétation ne peut être que exégétique, c'est-à-dire une lecture formelle du texte. Et donc le droit constitutionnel était tout simplement le droit
qui étudiait le texte constitutionnel, l'application du texte constitutionnel au rouage, bien sûr, étatique, à l'écart, bien sûr, je parle bien sûr de l'Europe, et de la France plus particulièrement, à l'écart de toute liberté ou tout droit, ou à l'écart de la protection de toute liberté ou tout droit de nature fondamentale, parce que vous le savez bien, ou d'ailleurs on le sait très bien, les spécialistes le savent bien, la protection de droits et libertés fondamentaux en France ne date que d'une jurisprudence du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971. À ce moment-là, le juge constitutionnel français a donné à la Constitution française une nouvelle dimension articulée essentiellement sur la dimension jurisprudentielle et non pas sur le texte lui-même de la Constitution. Juste pour vous le rappeler, quelque chose peut-être dont on a parlé précédemment, l'exercice du droit de grève, qui est un point assez important dans notre Constitution de 2011, et bien si vous revenez à la Constitution française, le texte constitutionnel français, et vous ne trouverez nulle part dans le texte constitutionnel français, dans les articles de la Constitution française, l'évocation d'une protection quelconque de droit de grève. Ce n'est pas parce que les Français n'exercent pas de droit de grève, au contraire, les Français peut-être sont le peuple qui exerce le plus le droit de grève en termes de fréquence, mais je vous le rappelle bien, c'est l'Allemagne qui occupe bien sûr le point honorifique en termes, si vous voulez, d'efficacité des mouvements de grève. Juste pour vous le rappeler, lorsque IG Metall, c'est le syndicat le plus puissant de l'Allemagne, menace ou miroite, si vous voulez, un mouvement de grève, c'est toute l'Allemagne qui s'arrête de respirer. Et alors, à ce moment-là, les politiques, bien sûr, proposent des réunions pour résoudre l'équation, pour résoudre la difficulté, et le plus souvent, IG Metall est très raisonnable au niveau de ses revendications syndicales, et aussi donc l'État allemand et le patronat allemand répondent le plus souvent positivement pour qu'il n'y ait pas de crise, parce que, sachant bien la puissance de IG Metall, la puissance donc du mouvement syndical en Allemagne, et du coup donc les choses se passent d'elles-mêmes en fonction d'un compromis entre le syndicat puissant, surpuissant IG Metall et bien sûr les autres partenaires, notamment l'État et le patronat. En France, peut-être ce n'est pas tout à fait le cas, mais ça reste toujours un droit sacré chez et les politiques et le peuple français et le citoyen français. Et je viens de dire, vous ne trouvez nulle part une évocation du droit de grève. Et donc, où se situe la garantie de l'exercice de ce droit? Eh bien, il se trouve dans le préambule de la Constitution de 1946. Et vous allez me dire, il n'y a plus de Constitution de 1946 en France, puisqu'il y a une Constitution de 1958. Et juste pour vous donner l'analyse exacte donc, de l'enchaînement, la Constitution de 1958 rappelle ou fait référence au préambule de la Constitution 46 au sein même de son préambule. Autrement dit, le préambule de la Constitution de 1958 en France fait référence au préambule de la Constitution de 1946 et c'est au sein du préambule de la Constitution de 1946 en France que le droit de grève est garanti. Et donc, pourquoi l'événement jurisprudentiel du 16 juillet 1971 que j'ai évoqué il y a quelques instants? Parce que lors de cette décision du Conseil constitutionnel français, il a attribué la nature, le Conseil constitutionnel français a attribué la nature constitutionnelle au préambule de la Constitution de 1958. Et ainsi donc, en attribuant la nature constitutionnelle au préambule de 1958 et sachant bien que le préambule de la Constitution de 1958 fait référence, si vous voulez, est lié de façon assez, si vous voulez, fondement imbriqué ou à imbriquer en son sein le préambule de 1946, donc automatiquement le Conseil constitutionnel et en même temps a attribué la nature constitutionnelle
et au préambule de la Constitution de 1958 et également au préambule de la Constitution de 1946. Et automatiquement au sein du préambule de 1946 existe bien sûr cette garantie du droit, de l'exercice du droit de grève. Donc vous voyez que ce n'est pas forcément en inscrivant, en mettant noir sur blanc une garantie quelconque dans un texte constitutionnel qu'on peut la protéger. C'est le juge à ce moment-là qui a rappelé aux constituants français qu'il y a quelque part dans un texte constitutionnel auquel le juge lui-même a attribué la nature constitutionnelle qu'il y a une garantie d'un droit qui est bien sûr un droit parmi les droits fondamentaux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on lui a attribué la nature constitutionnelle. Donc, en France, sans qu'il n'y ait de garantie inscrite dans le corps de la Constitution, c'est le juge constitutionnel qui l'a rappelé et a donné donc à ce droit fondamental la nature constitutionnelle. Vous voyez donc que je me suis un petit peu éloigné, si vous voulez, du droit constitutionnel fondé sur la Constitution et que tout cela renvoie à la notion de constitutionnalisme. Et donc, bien sûr, il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est-à-dire la tendance constitutionnalisante qu'a connue le siècle des Lumières et que tout État doit être doté d'un texte suprême, bien sûr, pour tout simplement substituer un texte suprême aux traditions et aux usages relatifs à l'exercice du pouvoir, assez souvent donc vagues et ouvrant la possibilité pour des interprétations discrétionnaires des souverains, bien sûr, de règles écrites, sous forme de règles écrites, c'est-à-dire de constitution, en vue de limiter l'absolutisme et parfois le despotisme du pouvoir monarchique. Autrement dit, avant la mise en œuvre de cette idéologie ou de cette tendance, bien sûr, à mettre en place des constitutions, notamment le constitutionnalisme, en tant que mouvement idéologique, mouvement, si vous voulez, politique qui a pris racine dans les grands pays d'Europe pour se développer par la suite. Je ne parle pas des constitutions, si vous voulez, extrêmement lâches. D'ailleurs, même les principautés italiennes, Florence et Gênes, etc., disposaient d'une constitution. Mais c'était juste, si vous voulez, des engagements des engagements organisant les fondements de la République au sein de ces principautés. Ou bien sûr, lorsque c'est un prince, organisant les rapports entre le prince et ses sujets. Mais c'était des textes extrêmement vagues. C'est pour ça d'ailleurs, voire même auxquels on ne fait pratiquement pas, si vous voulez, référence le plus souvent. Rappelez-vous ce que disait Machiavel à propos du pouvoir du prince. Les fins justifient les moyens. Donc ce n'est pas une constitution qui va vous dire que pour aboutir à vos fins, autant que vous utilisez de moyens ou n'importe quel moyen est bon. Même le fait d'exécuter votre adversaire, même le fait de l'empoisonner, même le fait de trahir un engagement vis-à-vis bien sûr du peuple ou vous avez vis-à-vis bien sûr d'autres souverains limitrophes. Donc ça, c'était la devise de Machiavel. Et forcément, ce n'est pas une constitution qui va vous dire ça. Le problème, c'est que à cette époque-là, c'était tout simplement tous les pouvoirs qui se livraient à ce type de comportement. En France, par exemple, il y avait les rois. Le roi, par exemple, Henri III, tout simplement, a exécuté le duc de Guise parce que c'était son adversaire potentiel. Il l'a tout simplement convoqué dans ses palais et il l'a isolé dans un couloir du palais et il l'a exécuté. Et lorsqu'il a constaté sa mort lui-même, il lui a mis un pied sur le cou, il lui a dit Monsieur de Guise, vous êtes beaucoup plus grand mort que vivant. Bah, c'est pour dire finalement le mépris que
que expose dans cette situation le roi vis-à-vis de l'un de ses adversaires, alors que c'était l'un de ses adversaires potentiels et qui pouvait lui succéder sur le trône français. Donc ce n'est pas une constitution qui va, si vous voulez, faciliter la tâche à un roi, par exemple, pour exécuter, pour trahir et pour tout simplement déclarer la guerre de religion. Et juste pour votre culture générale aussi, essayez de regarder des vidéos sur YouTube concernant le massacre de la Sainte-Barthélemy, qui a été également ordonné, ou plutôt qui a été avalisé par le roi. Je parle toujours de ce Henri III. Et c'était le début, bien sûr, de la guerre des religions qui secouait l'Europe tout entière. Donc, juste pour vous dire qu'il y avait une manière de pratiquer le pouvoir qui était complètement, si vous voulez, lâche et qui est libérée de toute obligation vis-à-vis et du peuple et de la haute aristocratie et également, si vous voulez, de ses voisins autres souverains. Ce n'était que l'intérêt qui orientait bien sûr la politique interne et la politique externe bien sûr des monarques. Et donc il a fallu tout simplement substituer à toutes ces traditions et ces usages relatifs à l'exercice du pouvoir qui sont connus pour être vagues, voire même lâches, et voire même on ne se réfère même pas parfois à ces traditions et à ces usages. Il fallait substituer à tout cela un texte clair, structuré, constitué par des règles sur lesquelles tout le monde s'est mis d'accord, notamment une partie du peuple et la haute structure aristocratique et le roi lui-même, pour limiter bien sûr l'absolutisme et également parfois le despotisme du pouvoir monarchique. Donc dans un tout premier point de cette première section, nous allons procéder à la définition de la nature de la Constitution, à la définition de la notion de Constitution. Donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose dans son article 16, et d'ailleurs si je vous dis cette définition, ce n'est pas parce que la toute première constitution a été créée par la Révolution française, loin de là. Mais c'est juste parce que c'est une référence, si vous voulez, d'une grande valeur symbolique et qui a consacré la constitution comme pivot du pouvoir. À travers, bien sûr, cette citation, vous allez le remarquer vous-même. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation du pouvoir déterminée, n'a pas de constitution. Donc vous voyez qu'on peut disposer d'un texte et l'appeler constitution, mais il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a pas, si vous voulez, de garantie des droits, et à ce moment-là, à quoi servirait cette constitution? Donc ce n'est pas d'ailleurs une constitution au regard des révolutionnaires français. Donc une constitution, telle que je viens de le dire tout à l'heure, et selon la définition du siècle des Lumières, doit comporter deux choses fondamentales. Une partie consacrée à l'organisation des pouvoirs, notamment la séparation des pouvoirs, les rapports entre les pouvoirs et les compétences de chacun de ces trois pouvoirs, pouvoir constitutionnel bien entendu, et la garantie des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Sur une simple base que cette garantie des droits et libertés fondamentaux était le premier jalon, le premier pivot à travers lequel s'est articulée même la notion de pacte social entre, bien sûr, le roi, le monarque et ses sujets. Dont, bien sûr, la philosophie politique britannique, bien sûr, qui était la pionnière dans cette dimension-là. On va revenir, bien sûr, assez légèrement sur ce point-là, puisqu'on en a parlé, on en parlera, bien sûr, pour ceux d'entre vous qui choisiront la spécialité droit public. Je vais vous donner donc ces cours à travers un cours de doctrine politique contemporaine. Et on va bien sûr passer en revue tous ces détails-là qui sont des détails d'une très grande richesse. Et d'ailleurs, même les étudiants de droit privé doivent avoir un regard sur ce point-là, puisque en master, la plupart des étudiants sont obligés de revenir sur la notion de liberté, la notion de liberté publique, la notion de droits fondamentaux, etc. Et pour
s'inspirer, avoir une bonne inspiration, si vous voulez, des origines de la définition des droits et libertés fondamentaux et des libertés publiques, il faut avoir bien sûr cette dimension assez claire dans vos esprits. La Constitution donc peut ainsi être définie en tant que l'ensemble des règles régissant les organes supérieurs de l'État, garantissant et organisant la protection des libertés et la séparation des pouvoirs. Donc c'est une définition qui a focalisé de façon plus précise, qui a agrégé en quelque sorte ce que je viens de dire à propos de l'évolution historique de la notion de constitution en Grande-Bretagne. Donc du point de vue formel ou organique, la constitution et l'ensemble des règles qui ont reçu forme stricte. Le cas notamment de la constitution, plutôt forme distincte, c'est le cas de la constitution écrite. Donc on va voir que la constitution écrite est un texte qui a reçu une forme distincte par rapport aux lois à travers une procédure qui est une procédure assez spéciale. Je vais vous donner même l'exemple marocain. Bien sûr, le Maroc adopte la dimension donc, de constitution écrite et ainsi donc resserre les procédures pour la révision ou bien sûr soit la révision intégrale, soit l'amendement partiel de la Constitution. Donc, ces règles sont édictées et ne peuvent recevoir de révision que par un organe spécifique, ça peut être une assemblée constituante à titre d'exemple, ou selon une procédure particulière. Soit c'est une assemblée qui est créée, ou créée, désignée, tel que ça a été le cas au Maroc au cours de 2011, pour mettre en place une constitution qui va être soumise au peuple par voie référendaire, soit il s'agit d'une procédure toute particulière à travers bien sûr les instances existantes, notamment le Parlement, les rapports entre le Parlement et le chef de l'État pour produire bien sûr un texte et le soumettre également donc au peuple par voie référendaire. Mais de toute façon c'est une procédure tout à fait spécifique à travers laquelle la révision de la Constitution peut avoir lieu. Je vous donne ici l'exemple du Maroc. La Constitution de 2011 dispose dans son article en premier lieu 174 les projets et propositions de révision de la Constitution sont soumis par Daïr au référendum, c'est-à-dire au peuple. Le référendum, bien sûr, c'est le vote populaire. La révision de la Constitution est définitive après avoir été adoptée par voie de référendum. Donc, quel que soit le débat, quelles que soient les autres procédures qu'on va voir, la révision de constitution n'est définitive qu'après avoir été adoptée par référendum. Et donc, je vais passer en deuxième lieu, au niveau de cet article 174, aux différentes procédures pour, bien sûr, finaliser une procédure de révision de la Constitution. Donc, le roi peut avoir, après avoir consulté le président de la Cour constitutionnelle, soumettre par Daïr au Parlement un projet de révision de certaines dispositions de la Constitution. Donc vous voyez en premier lieu que le roi peut initier un projet de révision de la Constitution. Le roi convoque le Parlement en chambre réunie, c'est-à-dire en congrès, c'est-à-dire la Chambre des conseillers et la Chambre des députés, l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la Chambre basse et la Chambre haute du Parlement sont réunis en une seule assemblée, on dit réunis en congrès, et cette assemblée en congrès donc, approuve la proposition de révision à la majorité des 2/3 des membres. Les 2/3 des membres, ce n'est pas les 2/3 des membres présents, mais les 2/3 des membres, si vous voulez, membres de ces deux chambres du Parlement. Donc vous voyez que pour avoir les 2/3, c'est un exercice extrêmement compliqué et c'est très difficile bien sûr à faire passer un texte, sauf bien sûr lorsqu'il s'agit d'un texte de très, très grande importance qui est la Constitution. Donc c'est pour ça que la procédure est très compliquée, les 2/3 des membres. Et pas seulement des membres présents, parce que je voudrais souligner une grande différence entre si on disait les membres présents
et les membres, tout simplement. Donc si on disait les membres présents, il se peut qu'il y ait 20 ou 25 membres présents, il se peut qu'il y ait 5 ou 6. Alors à ce moment-là, il faut les 2/3 des 20 membres présents à l'hémicycle. Ce n'est pas ça. Donc, lorsque la Constitution précise qu'il s'agit des 2/3 des membres, donc les membres, c'est-à-dire les membres donc, de la Chambre des conseillers et de la Chambre des représentants, donc l'intégralité des membres, donc tous les membres qui sont membres bien sûr des deux chambres. Et le règlement donc de la Chambre des représentants, l'article ajoute, le règlement de la Chambre des représentants fixe les modalités d'application de cette disposition et par la suite la Cour constitutionnelle contrôle la régularité de la procédure de cette révision et on proclame les résultats. Donc je vous rappelle qu'il s'agit de l'article 174 de la Constitution marocaine de 2011. Donc vous voyez que le roi peut proposer lui-même donc une révision, peut initier une révision de la Constitution. Premièrement, il la soumet, si vous voulez, pour consultation, pour avis à la Chambre constitutionnelle et par la suite, il la soumet bien sûr aux deux chambres réunies en congrès, aux deux chambres du Parlement réunies en congrès, qui doivent approuver la révision à hauteur des 2/3 des membres donc des deux chambres. Et par la suite, la Cour constitutionnelle contrôle la régularité de la procédure de cette révision et on proclame bien sûr le résultat. J'ajoute un autre détail qui est d'une très grande importance. L'article 175 ajoute, et là ça rentre bien sûr dans le cadre de la rigidité bien sûr de la procédure de révision de la Constitution. Donc l'article 175 ajoute: aucune révision ne peut porter sur les dispositions relatives à la religion musulmane, sur la forme monarchique de l'État, sur le choix démocratique de la nation ou sur les acquis en matière de liberté et de droits fondamentaux inscrits dans la présente Constitution. Donc vous voyez que la révision est possible, mais il y a des lignes rouges à laquelle cette révision ne doit en aucun cas toucher. Donc vous voyez qu'il y a un noyau dur hyper protégé donc, de la Constitution qui ne peut être révisé et il est défini d'ailleurs par l'article 175 de la Constitution. Je vais par la suite revenir sur d'autres articles de la Constitution lors de développement donc, futur pour boucler une sorte de boucle, si vous voulez, concernant, à travers le cas marocain, concernant la rigidité, bien sûr, des procédures de révision de la Constitution écrite. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on suppose que la Constitution écrite est une Constitution rigide. Rigide, pourquoi ? Parce que les procédures, je le répète encore une troisième fois, parce que les procédures relatives à la révision de la Constitution sont extrêmement complexes et font en sorte que la Constitution est hyper protégée par ces procédures rigides, ces procédures complexes. Voilà donc ce qui explique cette rigidité et cette complexité prévue par les articles 174 et 175 de la Constitution marocaine. Je ne dis pas que le Maroc fait exception dans cette quête-là, mais la Constitution française prévoit d'autres règles pratiquement de la même nature et toutes les constitutions écrites d'ailleurs prévoient des règles d'une certaine complexité pour empêcher une révision hasardeuse de la Constitution. Donc maintenant, on va faire le parallèle entre constitution écrite et constitution coutumière. J'ai parlé assez longuement donc de la constitution écrite. On va procéder maintenant à une forme, si vous voulez, d'analyse de ce que c'est, d'explication de ce que c'est que la constitution coutumière également. Donc la constitution peut être écrite ou coutumière, ça c'est une sorte de parallèle donc qui s'impose en fonction bien sûr de l'évolution historique du constitutionnalisme britannique qui a toujours reposé sur une constitution souple, c'est-à-dire une constitution coutumière, dont nous allons bien sûr voir les fondements de base. Le premier procédé donc
a été mis en place par les pères fondateurs de l'État américain. Je parle bien sûr de la Constitution écrite. Les pères fondateurs de l'État américain en 1787, d'ailleurs en termes d'histoire du constitutionnalisme, c'est la Constitution américaine de 1787 qui a été la toute première à travers la sphère démocratique, donc politique démocratique. Il a été suivi par la Constitution de la Révolution française de 1700, bien sûr, de la Révolution de 1789. Mais la Constitution américaine a précédé, et de quelques années d'ailleurs, la toute Constitution française qui était la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, c'est la norme usuelle actuellement, c'est la norme la plus utilisée dans les démocraties ou dans les pays donc, qui se veulent démocratiques actuellement, tant il est vrai que la formule écrite offre de nombreux avantages par rapport à la Constitution coutumière. Les principaux avantages, je viens de les citer d'ailleurs, en termes de difficulté de révision et en termes de rigidité, de complexité de la procédure de révision. Donc, la Constitution écrite, un texte formant un ensemble logiquement articulé, édicté par les autorités publiques, politiques. C'est un autre avantage, au-delà de l'avantage que vient d'expliquer notamment la rigidité et la garantie de protection bien sûr de la Constitution contre toute révision hasardeuse, je viens de le dire il y a quelques instants. Donc, au-delà de cette rigidité et de cette protection, si vous voulez, assez avancée contre toute révision hasardeuse, la Constitution écrite est un texte formant un ensemble, donc je viens de le dire, logiquement articulé et dicté par les autorités politiques. Elle constitue une formulation écrite du pacte social qui a pour objet la légitimation et l'organisation rationnelle du corps politique, notamment la détermination de l'étendue des limites, des prérogatives et des devoirs des gouvernants et des gouvernés, les uns bien sûr vis-à-vis des autres. C'est ça ce que ça veut dire le pacte social, c'est-à-dire une sorte de précision, de détermination des engagements et des limites, des prérogatives et des devoirs des gouvernants vis-à-vis des gouvernés et bien sûr des gouvernés vis-à-vis des gouvernants. Parce qu'il y a les gouvernants qui proposent le texte constitutionnel, il y a les gouvernés qui acceptent le texte constitutionnel par voie référendaire. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, dans des cas précis, la Constitution écrite est formée par des lois constitutionnelles. C'est précisément le cas de la Constitution française de 1785 instituant la Troisième République. Donc, il est constitué par des lois constitutionnelles, donc des lois qui sont votées par le Parlement et à qui on attribue bien sûr la nature constitutionnelle et on les insère au sein de la Constitution de façon évolutive pour constituer un texte constitutionnel assez corpulent. Dans le cas allemand, par contre, il s'agit de la Grande Gesetz, notamment la loi fondamentale ou la Verfassung, notamment la Constitution. En Allemagne, il y a deux textes. Il y a la Grande Gesetz, c'est-à-dire la loi fondamentale qui précise les droits et libertés fondamentaux donc, des citoyens, et la Verfassung, notamment la Constitution qui détermine les rapports entre les institutions constitutionnelles. Et tout cela, bien sûr, ce sont des textes écrits qui sont protégés par, ou protégés contre, bien sûr, toute révision hasardeuse par une procédure assez compliquée telle que je viens de l'expliquer dans le cas marocain. Donc le mérite le plus important de la Constitution écrite, donc au-delà de ce que j'ai expliqué et j'ai avancé comme étant des avantages, notamment la prévision d'institutions et de procédures précises pour son abrogation ou sa révision. Donc c'est l'article 174-175 précité donc dans le cas de la Constitution marocaine. Voilà. Au Maroc, en plus donc des articles 174 et 175, l'article 172 précise, je vous ai promis que je vais revenir sur d'autres articles de la Constitution, donc l'article 172 précise que l'initiative de la révision de la Constitution appartient au roi, au chef du gouvernement,
à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers. Donc vous voyez que l'initiative de révision appartient premièrement au roi, deuxièmement au chef du gouvernement, troisièmement à la Chambre des représentants et quatrièmement à la Chambre des conseillers. En plus de la procédure donc prévue par l'article 174, c'est-à-dire que le roi peut soumettre un projet de révision pour avis au président de la Cour constitutionnelle, puis par la suite peut le soumettre aux deux chambres du Parlement réunies en congrès, et le Parlement peut adopter donc cette révision par les 2/3 des membres. Donc en plus de cette procédure, l'article 172 dans son alinéa second prévoit que le roi peut soumettre directement au référendum le projet de révision dont il prend l'initiative. Et par la suite, l'article 173 dispose que la proposition de révision émanant d'un ou de plusieurs membres d'une des deux chambres du Parlement ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des 2/3 des membres la composant. Vous voyez, c'est les 2/3 en même titre, si vous voulez, que lorsqu'il s'agit d'une initiative soumise par le roi, donc aux deux chambres réunies en congrès. Donc à ce point-là, c'est une procédure de révision, une initiative de révision faite par un ou plusieurs membres donc, de l'une ou de l'autre chambre du Parlement. Donc à ce moment-là, si le Parlement, si la chambre en question est convaincue, donc cette initiative de révision ne peut aboutir que lorsqu'elle est votée par les 2/3 des membres composant la chambre concernée. Cette proposition est soumise à l'autre chambre qui l'adopte à la même majorité des 2/3 des membres de la composante. Donc vous voyez que c'est extrêmement difficile à réaliser. Aucune loi d'ailleurs ne peut passer par le biais de cette procédure. Et d'ailleurs c'est pour dire que la Constitution est un texte d'une très haute importance qui doit être à l'abri de toute révision hasardeuse, et du coup donc on l'a entouré de précautions qui font qu'il pratiquement il s'avère extrêmement difficile à réviser la Constitution, sauf en cas bien sûr de consensus à l'échelle nationale de tous les courants politiques, de toutes les sensibilités politiques et société civile, etc. À ce moment-là, il devient difficile de bien sûr procéder à une révision quelconque de la Constitution. Au bout du compte donc, la proposition de révision émanant du chef du gouvernement est soumise au Conseil des ministres après délibération bien sûr en Conseil de gouvernement. Donc vous voyez que chaque instance doit passer par tout un processus pour bien sûr aboutir à réviser la Constitution. Là j'ai expliqué assez amplement donc lorsqu'il s'agit d'une révision initiée par le monarque. Deuxièmement, lorsqu'il s'agit d'une proposition de révision initiée par un membre d'une chambre parlementaire, l'une des deux chambres du Parlement. Maintenant, s'agissant d'une proposition de révision émanant par le chef du gouvernement, donc cette proposition de révision, elle est tout d'abord discutée ou délibérée en conseil de gouvernement, présidé bien sûr par le chef de gouvernement, et lorsque le gouvernement est d'accord, donc cette proposition de révision doit être délibérée également en conseil des ministres. Et on est en droit de se poser facilement la question, qui préside le conseil des ministres? Eh bien c'est le roi. Au bout du compte, cette proposition de révision émanant de la chambre bien sûr du chef de gouvernement, il doit avoir bien sûr l'accord du chef de l'État, sinon il risque de ne pas, si vous voulez, aboutir. Vous voyez que à ce moment-là, la révision de la Constitution, c'est ça d'ailleurs pourquoi j'ai insisté sur le fait de l'importance de la caractéristique principale qui est la rigidité d'une constitution écrite. Et à travers donc ces explications concernant l'exemple marocain, vous voyez qu'au Maroc, autant qu'en France, autant que dans d'autres pays qui adoptent bien sûr le concept de la constitution écrite, il est très difficile de réviser la constitution, bien sûr, sauf consensus à l'échelle nationale entre les partis politiques
et le chef de l'État et la société civile, alors à ce moment-là, il n'y a pas d'objection. Et également, il y a un noyau dur constitutionnel qu'on ne peut pas toucher et qui est d'ailleurs déterminé par l'article 175 de la Constitution. D'accord? Donc, vous voyez à ce moment-là l'importance donc de la caractéristique rigidité de la Constitution. Par contre, la Constitution coutumière ou dite constatée n'est exprimée dans aucun document solennel. Ce n'est pas un texte qu'on appelle Constitution, mais il est disséminé, on va le voir, il est disséminé dans plusieurs textes qui sont des textes fondateurs tels qu'on va le voir dans quelques instants et qui requièrent bien sûr leur importance en fonction d'une spécificité propre qui est le caractère fondamental et le caractère historique constant, c'est-à-dire la légitimité historique. Donc la constitution coutumière est articulée autour d'un ensemble de manières de faire pratiques tout simplement, appelées précédents, immémoriaux ou anciens, considérés comme obligatoires, et dans certains textes édictés par les autorités politiques et considérés comme également fondateurs. Donc ça peut tout simplement être des faits ou des manières de faire qui sont immémoriaux et qui ont été tout simplement pratiqués à répétition jusqu'à devenir obligatoires, qui s'imposent. Ce sont des traditions et des coutumes constitutionnelles qui deviennent obligatoires par le fait de leur constance, de leur répétitivité, à travers bien sûr des étapes historiques très longues, telles qu'en Grande-Bretagne bien entendu, ou alors certains textes édictés par les autorités politiques et considérés comme fondateurs. Voilà, donc je vous donne l'exemple de la Grande-Bretagne, plusieurs exemples donc de textes fondamentaux en Grande-Bretagne. En premier lieu, bien sûr, la Magna Carta ou la Grande Charte de 1215, lorsque le roi Jean sans Terre renonce à certains pouvoirs au profit des barons et des communes et se déclare lié par la loi, notamment certaines procédures légales comme l'interdiction de l'emprisonnement arbitraire, complétée bien sûr en 1679 par l'Habeas Corpus. Voilà, donc Habeas Corpus, c'est un texte qui va dans le même sens et à travers lequel le monarque, bien sûr, reconnaît aux communes et les communes, bien sûr, c'est l'ancêtre, bien sûr, de la Chambre haute en Grande-Bretagne. Vous voyez donc que c'est la forme élémentaire d'un parlement dans laquelle les aristocrates et les bourgeois, c'est-à-dire les notables des grandes bourgs, des grands villages, en quelque sorte, si vous voulez, se sont liés par un pacte avec le monarque pour reconnaître sa légitimité en contrepartie, bien sûr, que le roi renonce à certains de ses pouvoirs. Les pouvoirs, bien sûr, comme la déclaration de guerre, comme la mise en place de l'impôt, du taux d'impôt, etc., etc. Ce sont des éléments donc historiques propres à la Grande-Bretagne et qui ont déterminé, bien sûr, la mise en place de la Magna Carta en 1215. Jean sans Terre, d'ailleurs, était un roi déchu, dépourvu du pouvoir, et donc pour avoir une certaine légitimité, il a fallu qu'il renonce à certains donc, de ses pouvoirs en contrepartie, bien sûr, de la légitimité monarchique. Le deuxième texte très important, c'est le Bill of Rights en 1689. Donc 10 ans après le Habeas Corpus, donc le Bill of Rights, notamment qui fonde la monarchie constitutionnelle anglaise en accordant des droits fondamentaux aux citoyens et résidents. Bien sûr qu'il ne faut pas confondre avec sa version américaine plus connue. Voilà, la version américaine est la version actuellement fondamentale, bien sûr, ou fondatrice de la Constitution américaine. En troisième lieu, l'Act of Settlement ou Acte d'établissement de 1701 qui organise la succession au trône, bien sûr, en Grande-Bretagne. Et en quatrième lieu, le Parliament Act ou Acte du Parlement de 1911.
modifié bien sûr par la suite en 1949, relatif aux pouvoirs respectifs des deux chambres, qui limite les pouvoirs de la Chambre des Lords au profit bien sûr de la Chambre des communes. Voilà, donc il limite les lords, c'est la Chambre haute qui disposait bien sûr de pouvoirs exorbitants vis-à-vis de la Chambre des communes, c'est-à-dire la Chambre basse, la Chambre des représentants élus au suffrage universel. Donc il a fallu redonner un certain équilibre et donner de l'importance bien sûr au pouvoir de la Chambre des communes vis-à-vis bien sûr de la Chambre des lords. Et au bout du compte, la Chambre des lords actuellement, si vous voulez, a un pouvoir qui évolue vers le caractère honorifique, tout simplement. L'exercice effectif du pouvoir revient à la Chambre des communes, c'est-à-dire du pouvoir législatif, si vous voulez. Et par la suite, beaucoup plus récemment, le Fixed Term Parliaments Act de 2011 qui fixe les conditions de dissolution de la Chambre des communes. Alors là, bien sûr, vous voyez qu'on a évolué vers, si vous voulez, de façon vertigineuse depuis 1215 jusqu'à 2011. Et ces quelques textes britanniques sont le fondement même de la constitution écrite britannique. Et ce sont des lois. Ce ne sont pas des textes entourés de précautions, de procédures extrêmement compliquées. N'importe de ces textes-là peut être tout simplement modifié, révisé par un vote du Parlement, un simple vote du Parlement. Mais le problème, c'est que, je ne veux pas dire le problème, mais la force de ces textes, c'est-à-dire qu'ils ne sont susceptibles de presque aucune révision, c'est leur profondeur historique, leur légitimité historique. Aucun monarque britannique ne peut toucher pratiquement à la Magna Carta. Aucun. Parce que dans l'esprit des Britanniques, c'est quelque chose qui est devenu gravé pratiquement dans de la pierre. Aucune révision possible. Aucun retour en arrière. Et du coup, donc, vous voyez qu'à travers un premier texte, un deuxième texte, un troisième texte, un quatrième texte, on a constitué, si vous voulez, l'intégralité d'une constitution qui n'est pas écrite, mais qui n'est pas sous forme d'un texte solennel, mais qui est une succession, bien sûr, de textes fondamentaux, de textes historiquement légitimes qui ne peuvent être touchés par qui que ce soit, d'où d'ailleurs la force de la Constitution coutumière également. Je vous rappelle juste que cette keynote est issue, si vous voulez, d'une page sur Wikipédia. Revenez sur cette page de Wikipédia. Je vais vous transmettre bien sûr par la suite cette keynote dans son intégralité pour avoir plus de détails. Ou carrément, si vous voulez aller sur Wikipédia, dites grand texte constitutionnel en Grande-Bretagne et vous allez avoir bien sûr beaucoup de pages qui vont vous expliquer ce que c'est que l'évolution constitutionnelle, historiquement bien sûr, de la Grande-Bretagne. La constitution donc coutumière est dite souple dans la mesure où elle peut être révisée sans procédure spéciale, c'est-à-dire, je viens de le dire il y a quelques instants, par un simple vote, si vous voulez, au sein de la Chambre des communes par exemple, les Britanniques peuvent modifier un texte quelconque. Ce qui est, je viens de le dire, de l'ordre de l'impossible. Si vous voulez, juridiquement possible, mais dans les faits, pas possible. Pourquoi? Parce que ce sont des textes qui sont protégés par la légitimité historique. Et d'ailleurs, je viens de le dire et le redire, et je le redirai encore une fois, aucun leader, aucun monarque britannique n'a pu toucher à la Magna Carta qui a été établie en 1215 et qui constitue pratiquement la structure embryonnaire si vous voulez, de la Constitution britannique, et non seulement qui constitue la dimension embryonnaire, bien sûr, de la séparation des pouvoirs en Grande-Bretagne, telle que je vous l'ai expliqué lors de la séance précédente. Rappelez-vous des explications à propos du roi Jean Santerre en Grande-Bretagne. Donc, je disais, c'est une constitution qui est dite souple dans la mesure où elle ne peut être révisée sans procédure spéciale, notamment par l'évolution des pratiques ou l'adoption de nouvelles lois constitutionnelles, en fonction, bien entendu, de l'évolution des impératifs politiques, sociaux et économiques. Rappelez-vous bien, et
peut-être que vous ne pouvez pas vous en rappeler, si vous ne suivez pas l'actualité brûlante, qui est extrêmement saccadée d'ailleurs, je ne vous blâmerai pas si vous me dites qu'on n'a pas entendu parler de ça. En Grande-Bretagne, récemment, pour faire passer le Brexit, eh bien, le Premier ministre britannique a décidé de suspendre l'activité parlementaire, a décidé de mettre en veilleuse le Parlement. C'est-à-dire, il devait décider par simple décret, tel que ça s'est passé chez nous lors des premiers jours du confinement, lorsque le Premier ministre ou lorsque le gouvernement a procédé par décret-loi. Et le texte du décret-loi a été mis en œuvre et après, il a été soumis au Parlement pour devenir une loi. Maintenant, c'est devenu une loi, le texte instituant, bien sûr, organisant la déclaration de l'état d'urgence sanitaire et les mesures qui vont avec. Donc, pour le Premier ministre britannique, c'était quelque chose qu'il considérait sûrement comme normal, mais c'était quelque chose de stupide en même temps, parce qu'on ne touche pas au Parlement en Grande-Bretagne. Et du coup, donc, le Parlement qui a été dans la structure embryonnaire a été mise en place en 1215, ce n'est pas un certain monsieur, si vous voulez, au caractère un petit peu bizarre, qui va mettre en cause l'existence du Parlement britannique ou le fonctionnement donc du Parlement britannique. Et bien donc, par une décision de la Haute Cour, bien sûr, britannique, qui est l'équivalent de la Cour constitutionnelle marocaine, donc le décret de mise en veille du Parlement a été annulé. Parce qu'on ne touche pas, encore une fois, je le répète encore une fois, au Parlement en Grande-Bretagne. C'est une institution sacrée. C'est quelque chose qui a existé en Grande-Bretagne depuis, je dis bien, 1215, lorsque le roi Jean sans Terre a décidé de renoncer à certains de ses pouvoirs et les attribuer en conséquence aux communes. Et les communes, c'est bien sûr la Chambre des communes actuellement britannique, c'est-à-dire c'est l'ancêtre du Parlement britannique tel qu'on le connaît actuellement. Voilà. Donc, ainsi se termine notre première section. Et je passerai bien sûr à la deuxième section, notamment l'autorité de la Constitution, notamment à travers la procédure de contrôle de la constitutionnalité des lois. Cette autorité est une conséquence logique, bien sûr, de la supériorité par rapport aux autres règles de droit. C'est tout à fait logique. Lorsque un texte est supérieur à tous les autres textes, donc, et lorsque ce texte également et organise les rapports entre un certain nombre de pouvoirs, notamment le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire, et dans l'hypothèse qu'il y ait conflit de compétences entre le pouvoir réglementaire et le pouvoir législatif, donc c'est ce texte-là qui constitue le texte de référence pour trancher ces différends. D'où donc cette hypothèse d'autorité de la Constitution qui est une conséquence logique de sa supériorité. Elle détermine donc la hiérarchie des normes qui constituent la construction de base du système de l'état de droit, c'est-à-dire le système dans lequel l'ensemble des mécanismes étatiques est soumis au droit, notamment à la Constitution. Juste pour vous le rappeler, la hiérarchie des normes est une structure, si vous voulez, pyramidale qui se trouve dominée par la Constitution en haut de la pyramide, puis par la suite les lois organiques et les lois ordinaires, puis en bas les règlements. Et donc, a priori, lorsque je parle de hiérarchie des normes, je dis bien que toutes les normes inférieures doivent être conformes à la norme supérieure. C'est-à-dire, entendez par là que la loi organique ou ordinaire, peu importe, doivent être conformes à la Constitution et que tous les règlements d'exécution doivent être conformes en même temps à la loi, et en étant conformes à la loi, forcément, ils sont conformes à la Constitution. Donc, l'autorité, il est soit à travers la hiérarchie des normes, soit elle est transcendante, c'est-à-dire du haut vers le bas, soit elle est par le principe donc des deux, ou à travers les deux principes, le principe de la légalité et le principe de la constitutionnalité, donc ils partent du bas vers le haut.
D'accord? Donc, principe de la légalité, c'est-à-dire obligation des règlements d'exécution d'être conformes à la loi. Aucun règlement, aucun acte administratif ne peut ne pas être à la loi sous peine, bien sûr, d'annulation. Et le principe de constitutionnalité, entendez par là, toute disposition constitutionnelle qui est soumise au juge constitutionnel ne peut être, si vous voulez, adoptée, ne peut être promulguée qu'après avoir été vérifiée conforme à la Constitution. Grosso modo, on va revenir bien sûr sur un certain nombre d'autres détails pour illustrer tout ça. Voilà. Donc, vous voyez que cette hiérarchie des normes constitue le fondement même de l'état de droit, c'est-à-dire le système dans lequel l'ensemble des mécanismes étatiques est soumis au droit, notamment, grosso modo, à la Constitution. En premier lieu, bien sûr, nous allons souligner le principe de contrôle de la constitutionnalité des lois et par la suite, nous allons bien sûr vérifier quels sont les contrôles, quels sont les organes de contrôle de la constitutionnalité, bien sûr, de la loi. La Constitution se place au sommet, bien sûr, de la hiérarchie des normes juridiques, on vient de le dire il y a quelques instants, et par conséquent, sa valeur juridique est supérieure à celle de la loi ordinaire à travers, bien sûr, le principe de constitutionnalité, c'est-à-dire conformité de toute disposition législative soumise au juge constitutionnel à la Constitution. Donc, vous allez me dire, pourquoi, monsieur, vous précisez qu'il s'agit de toute disposition soumise au regard du juge constitutionnel? C'est simple. Ne parlons pas des lois organiques. Les lois organiques sont soumises au regard du juge constitutionnel de façon automatique. Donc la Constitution précise qu'avant leur promulgation, les lois organiques sont, si vous voulez, transférées devant le juge constitutionnel pour vérifier leur conformité à la Constitution. Donc le problème des lois organiques ne pose pas, l'hypothèse des lois organiques ne pose pas de problème a priori. Mais parlons des lois ordinaires. Donc les lois ordinaires, on va le voir, qu'ils ne sont soumis au Conseil constitutionnel que par le biais de la saisine. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'institutions constitutionnelles qui peuvent, si vous voulez, qui ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle au Maroc, globalement donc le juge constitutionnel, pour vérifier, pour lui demander de vérifier la conformité donc du texte en question de la loi ordinaire à la Constitution. Mais admettons qu'aucune des instances, si vous voulez, ne fasse la saisine de ce texte, à propos de ce texte. Donc admettons, il est tout à fait possible donc, que ni la majorité gouvernementale, c'est-à-dire sous la coupole du Parlement, ni l'opposition, ni le chef de gouvernement, ni le monarque ne décident de soumettre un texte constitutionnel, malgré bien sûr que l'on sache qu'il y a quelque chose qui fait qu'il peut être ne pas conforme à la Constitution ou l'une de ces dispositions peut ne pas être conforme à la Constitution. Donc admettons cette hypothèse-là. Donc cette hypothèse peut être tout à fait possible dans la mesure où, doté d'une majorité très à l'aise, bien sûr très à l'aise sous la coupole du Parlement, le chef de l'État peut tout simplement faire passer un texte. Et sachant bien que ce texte peut contenir des dispositions qui ne sont pas tout à fait conformes à l'orthodoxie constitutionnelle. Et là, je vous donne un exemple. Le projet de loi 2220 qui a fait couler beaucoup d'encre, et là je le dis en arabe pour vous mettre pratiquement dans le bain de l'actualité récente, le Qanun Takmim al-Afwah, tout simplement, qui a été initié par le ministre de la Justice et qui a été adopté en Conseil de gouvernement, et que s'il n'y avait pas cette tollée levée par la société civile contre ce texte, il aurait pu donc être transféré devant la chambre, l'une des deux chambres du Parlement, discuté par l'autre chambre et au bout du compte, donc éventuellement promulgué. J'ai peut-être une certitude qu'il serait forcément soumis au regard de la chambre, au regard de la Cour constitutionnelle, parce qu'il dispose
il constitue des dispositions qui sont tout à fait contre l'orthodoxie, si vous voulez, des libertés et des droits fondamentaux, notamment la liberté d'expression et beaucoup d'autres libertés qui sont, si vous voulez, limitées de façon arbitraire par ce texte. Mais admettons que, par exemple, pour une paix sociale, pour une paix politique, donc tous les spectres de politique au sein du Parlement ne se sont pas soulevés contre ce texte, donc ce texte peut tout simplement être promulgué et tout en contenant bien sûr des dispositions qui sont tout simplement liberticides, c'est-à-dire qui constituent des limites sévères par rapport aux libertés et droits fondamentaux des citoyens, dont d'ailleurs la liberté d'expression et la liberté bien sûr à la rigueur, bien sûr, je dis bien parfois même de réflexion, parce que, par exemple, je vous donne un exemple. L'une des dispositions de ce texte, si vous voulez, s'attaque pratiquement à toute critique contre la qualité d'un produit. À ne pas toucher la qualité d'un produit pour ne pas s'attaquer à l'économie nationale. Voilà. Et c'est très simple. Vous le savez très bien, si vous allez dans un certain marjan à côté de chez vous, eh bien, pour acheter bien sûr un produit alimentaire très couramment d'ailleurs consommé par les Marocains, c'est-à-dire cette forme de beurre de cacao, qui est les États-Unis, beurre de cacao, donc avec quoi on prend notre petit déjeuner le matin. Et c'est très simple, on le fait au quotidien, mais le mais est très important pour moi. La cacahuète américaine, on le sait très bien, est un produit génétiquement modifié. C'est très connu. La cacahuète américaine est un produit génétiquement modifié. Et on le sait très bien que ce produit-là ne peut pas être vendu en Europe. Parce que il y a des directives européennes et des restrictions européennes qui font qu'il est interdit de faire circuler des produits alimentaires à base de produits génétiquement modifiés en Europe. Mais nous, au Maroc, on a établi une convention de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis, notamment, qui fait que les produits américains peuvent circuler librement chez nous. Et donc, si par exemple quelqu'un d'entre nous, n'importe qui parmi nous va écrire quelque part sur sa page Facebook que le produit X est un produit contenant des éléments génétiquement modifiés, il y a un principe de base qui fait que tant qu'on n'est pas sûr des conséquences à long terme d'un produit, donc on l'interdit. Et donc, je viens de le dire, ce produit est interdit en Europe, donc au Maroc. Donc, si on dit qu'il faut l'interdire, tout simplement, on peut aller en prison. Vous voyez qu'à ce moment-là, si on ne peut pas critiquer des produits alimentaires, si on ne peut pas les analyser et trouver qu'ils sont potentiellement cancérigènes, mais quand même nous, on les consomme, et donc les alertes, comme ça, sont strictement interdites par ce texte. Vous voyez donc que c'est un texte qui est hautement liberticide et Dieu sait combien il aurait pu générer de conséquences négatives, néfastes pour, si vous voulez, ce débat de société qui peut être très sain d'ailleurs pour constituer bien sûr une forme de cumul bien sûr de culture générale et de culture alimentaire, bien sûr de culture en matière de consommation globalement et de rapport entre le capital, c'est-à-dire les producteurs et les consommateurs, et l'État et la société globalement. Donc, ce texte-là aurait pu avoir des conséquences extrêmement négatives sur ces rapports. Et vous voyez donc qu'à ce moment-là, il se peut qu'il y ait des dispositions, il y en a d'ailleurs des dispositions qui ne sont pas tout à fait conformes à la Constitution, mais contenues dans des textes qui s'imposent à nous actuellement. D'où l'importance donc d'une autre procédure à laquelle on va consacrer un débat ailleurs, notamment de questions prioritaires de constitutionnalité. D'accord ? Donc, je reprends ma keynote. La Constitution se place au sommet de la hiérarchie des normes juridiques et par conséquent, sa valeur juridique est supérieure à celle de la loi ordinaire.
et la loi organique en même temps. D'accord? La loi globalement, donc que ce soit ordinaire ou organique, c'est juste pour ne pas vous donner le lapsus donc, qui est développé par certains étudiants ou même certains de mes collègues qui disent qui soutiennent que la loi organique est une extension de la Constitution. Ce point-là est archi faux. Archi faux, je le répète bien. C'est une erreur monumentale que de dire, même si le Conseil constitutionnel marocain l'a affirmé, mais à tort, je le dis bien. Parce que la loi organique est une loi qui est soumise au principe de constitutionnalité. Donc une loi soumise à la Constitution ne peut pas être égale à la Constitution elle-même, simplement et logiquement. Et d'où donc la loi, qu'elle soit organique ou qu'elle soit ordinaire, doit être, si vous voulez, conforme au principe de constitutionnalité, c'est-à-dire conforme à l'esprit et au texte, bien sûr, de la Constitution. Ainsi, la loi, donc, acte voté par le Parlement, doit être conforme à la Constitution, c'est-à-dire ne pas agir en dehors de la sphère de compétences rigoureusement déterminée par le texte constitutionnel, notamment l'article 71 de la Constitution marocaine, qui est l'équivalent de l'article 34, à quelques réserves, bien sûr, quelques réserves qu'il faut prendre de rigueur, article 34 de la Constitution française. Mais il pose un problème particulier. Je parle du contrôle. Le contrôle de la conformité des normes juridiques inférieures, notamment les lois, les règlements, les actes d'exécution, aux normes juridiques supérieures, puise sa raison dans le caractère rigide de la Constitution et par conséquent de sa valeur juridique supérieure aux autres normes juridiques. Logiquement donc, si vous suivez les choses de façon logique avec moi, dans l'hypothèse d'une constitution souple, nous avons dit donc qu'il s'agit d'un ensemble de lois fondamentaux, très anciens, historiques d'ailleurs, mais ce sont au bout du compte des lois. Et donc à ce moment-là, la loi ordinaire est une loi. La loi constitutionnelle est une loi qui est considérée comme une constitution, est une loi. Et alors à ce moment-là, du moment où le Parlement peut modifier une loi fondamentale, la Magna Carta par exemple, juridiquement parlant, et pas dans les faits, je vous ai dit dans les faits que personne ne peut toucher à la Magna Carta. Ça c'est en fonction de la légitimité politique et historique donc de ce texte. Mais juridiquement, il est possible que le Parlement britannique puisse réviser la Magna Carta. Donc du moment où il est possible que cette révision est possible, donc à ce moment-là, il n'y a pas de hiérarchie des normes. Donc la constitution souple est égale à la loi ordinaire, puisque la loi ordinaire est tout à fait en mesure de modifier les termes de la Constitution, c'est-à-dire l'un de tes textes fondamentaux de la Constitution. Et du coup donc, la hiérarchie des normes, la constitutionnalité de la loi ou l'impératif de la conformité de la loi à la Constitution est lié de façon inextricable à la notion de hiérarchie des normes. C'est-à-dire que finalement, tout aboutit à cette caractéristique fondamentale de la rigidité de la Constitution écrite. Historiquement, pour revenir donc à la genèse du principe de la constitutionnalité de la loi, l'adoption d'un système de contrôle de constitutionnalité de la loi est assez récente. Et en Europe, bien sûr, c'est en 1920. Et à l'exception, bien sûr, du système américain, du système constitutionnel américain, qui a connu un développement très précoce donc, du contrôle de la loi par un organe juridictionnel, le contrôle de la constitutionnalité de la loi est adopté en Europe à partir des années 20, notamment en Autriche. D'accord? Donc l'Autriche est le premier pays européen qui a adopté donc ce mécanisme de contrôle de la constitutionnalité de la loi par un organe, soit politique tel qu'on va le voir, soit un organe juridictionnel. Je parle bien sûr de l'Europe, de différents systèmes en Europe. En France, ce système est mis en place par la Constitution du 4 octobre 1958, dite bien sûr la Constitution de la Ve République. Une réserve donc quant à l'attitude de l'organe chargé de veiller au respect de la Constitution,
et à ce moment-là, la non-conformité à la Constitution dont serait entachée une disposition législative n'est que rarement différente ou plutôt afférente, c'est-à-dire liée à une violation incontestable de la Constitution. C'est très compliqué, donc c'est très difficile de trouver une opposition frontale, bien sûr, formellement parlant, à la Constitution contenue dans un texte de loi. C'est très difficile, donc le Parlement ne peut pas bien sûr voter un texte, ne peut pas adopter un texte qui contient, qui enferme, qui enserre une disposition ouvertement non conforme à la Constitution, ouvertement, si vous voulez, ne respectant pas les dispositions de la Constitution. Ceci bien sûr pour des raisons évidentes. Le contenu de la Constitution est aussi souple qu'il est susceptible donc d'interprétation large, voire même contradictoire, et donc on peut adopter une disposition quelconque et dire au bout du compte qu'elle est plus ou moins conforme à la Constitution. Ceci d'une part, mais d'autre part, on ne peut pas travailler bien sûr à contresens bien sûr de l'évolution normale de l'état de droit. Et d'ailleurs par qui? Par les représentants de la nation. Ça c'est très important aussi. Donc logiquement, les représentants de la nation ne peuvent pas prendre des décisions de nature non conforme à la Constitution. Et d'autre part, la Constitution peut, si vous voulez, être soumise à une interprétation tellement large que l'on peut mettre pratiquement tout sur le compte, bien sûr, d'une conformité à la Constitution. Pas tout, mais beaucoup de choses, plutôt sur le compte de la conformité à la Constitution. D'autre part, donc, le Parlement ne se comportera pas de façon naïve ou maladroite, je viens de le dire il y a quelques instants, de façon voulue, de manière à violer ouvertement la Constitution. Ça aussi, bon, j'ai anticipé cette explication, mais c'est très important parce que, bien sûr, en France, au Maroc, on a trouvé un seul cas de... je parle bien sûr au sein de la jurisprudence constitutionnelle, un seul cas d'incompétence négative du Parlement. Mais en France, le système qui est le plus proche du nôtre, qui a inspiré le nôtre plus précisément, après la mise en œuvre de la QPC, contrôle a posteriori de la constitutionnalité de la loi, le juge constitutionnel a révélé énormément de dispositions dans lesquelles le Parlement s'est comporté soit de façon naïve, soit de façon maladroite, soit de façon voulue, c'est-à-dire consciente, de façon à attribuer certaines de ses compétences au gouvernement. C'est-à-dire de façon à renoncer à un certain nombre de ses compétences au profit du gouvernement. Et en contrôlant donc la conformité du texte à la Constitution, le Conseil constitutionnel dit tout simplement « j'annule cette disposition » pour la simple raison qu'il fait partie des compétences du Parlement, mais le Parlement l'a attribué à tort ou de façon naïve ou maladroite au gouvernement. D'où d'ailleurs cette expression incompétence négative du Parlement. Ce n'est pas une incompétence positive parce que le Parlement a violé les limites de l'article 71 au Maroc, 34 de la Constitution. Non, ce serait une incompétence positive, mais il s'agit d'une incompétence négative parce que le Parlement a attribué un certain nombre de ses compétences en faveur du pouvoir exécutif. Et lorsque le juge constitutionnel, si vous voulez, vérifie le caractère négatif d'une incompétence quelconque, donc il peut tout simplement annuler la loi parce que une disposition législative quelconque, parce que tout simplement le Parlement ne peut pas déléguer un certain nombre de ses compétences prévues par l'article 34 de la Constitution française, l'article 71 de la Constitution marocaine au pouvoir exécutif. On sait très bien que les compétences législatives sont des principes fondamentaux, sont des règles générales, c'est-à-dire structurantes dans le cadre global du pacte social et du pacte politique. Et alors à ce moment-là, ce n'est pas le pouvoir exécutif qui va les gérer de la meilleure façon possible, mais c'est le pouvoir exécutif étant bien sûr constitué, étant bien sûr dépositaire
de la souveraineté nationale, c'est-à-dire c'est la représentation de la nation qui exerce la souveraineté au nom bien sûr du peuple. Indirectement, la souveraineté à l'échelle représentative, bien entendu. Généralement donc, la violation du cadre formel prévu par la Constitution qui n'exige aucun effort donc d'interprétation est très rare. Voilà, c'est dire tout simplement que, par exemple, je vous donne un exemple, lorsque le Conseil constitutionnel en 1993 a annulé cette fameuse loi sur les paraboles qui a prévu le paiement d'une taxe parafiscale à l'occasion de l'achat d'un équipement parabolique, c'est-à-dire c'est le parabole que l'on connaît actuellement, le paiement d'une taxe parafiscale de 5000 dirhams, eh bien, c'était un décret-loi. Eh bien, ce décret-loi a été déposé à une date qui n'est pas conforme à la Constitution, et ainsi donc, c'était une attitude extrêmement grossière de la part du gouvernement qui a justifié l'annulation intégrale de tout le texte. Donc voilà, c'était une violation du cadre formel prévu par la Constitution. Et c'est très rare d'ailleurs, heureusement que c'est très rare, parce que ça n'exige aucun effort d'interprétation. D'ailleurs, même le Conseil constitutionnel à l'époque a dit tout simplement que pour une raison de procédure, le texte n'a pas été déposé à la date prévue par la Constitution, d'où donc une erreur de procédure, d'où donc l'annulation intégrale du texte. Voilà, il n'y avait même pas la peine d'aller plus loin. Voilà, et lorsqu'il s'agit d'un vice de procédure, automatiquement l'annulation est prononcée sans avoir à aller, bien sûr, vérifier d'autres moyens. Par contre, donc, la violation du contenu de la Constitution ne peut être soulevée qu'au prix d'une interprétation parfois sur le fond politique. Je dis bien parfois. Le plus souvent, c'est sur la base d'une interprétation juridique donc de la Constitution, mais à certains égards, on peut aller même au-delà du cadre juridique pour, bien sûr, vérifier la conformité de la Constitution dans un cadre politique. L'interprétation donc donnée par l'organe de contrôle à cet égard est nécessairement empreinte de subjectivité, c'est-à-dire n'est pas tout à fait conforme, si vous voulez, au texte constitutionnel, mais conforme plutôt à une idéologie sous-jacente du système politique dans son intégralité, et à ce moment-là, le juge constitutionnel devient un juge de nature politique et non pas un juge qui agit sur le cadre juridique exclusivement. Et en conséquence donc, n'est pas forcément conforme à la volonté du constituant. Le plus souvent, je vous donne un exemple. Je vous donnerai un exemple, le cas échéant, et je vous rappellerai donc dans quelle mesure le juge constitutionnel peut agir dans le cadre politique, au détriment bien sûr du cadre juridique. Et maintenant nous allons donc préciser quels sont les organes de contrôle de la conformité de la loi à la Constitution. Et bien sûr je vais donner une citation, tout simplement pour nous faciliter la tâche. Statuer sur la constitutionnalité d'une loi, c'est apprécier la régularité d'une décision prise par la majorité du Parlement, être exposé à constater que celle-ci s'est trompée, qu'elle a violé la Constitution. C'est-à-dire que dire qu'une loi n'est pas conforme à la Constitution, c'est reconnaître tout simplement ou prouver tout simplement que la représentation nationale s'est trompée et qu'il a violé la Constitution. C'est à ce prix-là donc que le juge constitutionnel peut prononcer la non-conformité statut et prononce bien sûr la non-conformité d'un texte quelconque à la Constitution. Ainsi donc, l'organe chargé de vérifier la constitutionnalité des lois serait-il difficilement en mesure de se soustraire à la subjectivité politique? C'est tout à fait normal. Ce sont des textes parfois, si vous voulez, qui poussent à trancher au niveau de problèmes sociaux de grande ampleur, tels que par exemple le conflit entre les salariés et les chefs d'entreprise et le patronat. Donc trancher dans un sens ou dans un autre, ça peut être empreint de subjectivité. Et une loi, par exemple, peut déterminer des rapports entre les salariés et les chefs d'entreprise, peut par exemple imposer l'augmentation des heures de travail,
la réduction de quelque chose au profit bien sûr des uns et des autres, et toute partie, si vous voulez, qui serait touchée par des mesures législatives de ce type, doit crier bien sûr au loup, c'est-à-dire dire qu'il s'agit bien sûr d'une attitude politique du Conseil constitutionnel qui va au-delà de ses prérogatives qui doivent essentiellement et surtout être de nature juridique. Donc, l'organe chargé de vérifier la constitutionnalité des lois serait-il difficilement en mesure de se soustraire à la subjectivité politique, ce qui pourrait, en cas d'opposition politique ouverte, générer bien sûr des tensions entre le juge constitutionnel et les sensibilités politiques donnant un discours adverse. C'est ce que je viens d'expliquer il y a quelques instants, et je vous donne un exemple très concret. En 1967, par exemple, lorsque l'institution annule l'élection de 4 députés, un PSU, un FGDS et un UNR et un centriste, je parle du cas français. Donc François Mitterrand, l'ex-président français, élu en 1981 pour 2 septennats d'ailleurs, pour 14 ans, va se livrer à une attaque en règle contre le Conseil qui, selon Mitterrand toujours, à ce moment-là, député et plusieurs fois ministre, qui manque au devoir d'un grand juge et subit les pressions de plus en plus choquantes du pouvoir. On va voir donc qu'il y a toujours eu une confrontation entre le personnage Mitterrand, qui est devenu un homme d'État mythique en France, surtout après avoir été président, et surtout vers la fin de sa vie, on disait le monarque républicain, donc on l'appelait monarque républicain, c'est-à-dire une personnalité pratiquement mythique en France. Et il y a eu toujours une confrontation entre la gauche globalement et à sa tête François Mitterrand et le Conseil constitutionnel. Et même après avoir pris le pouvoir après les élections de 1981, et lorsque le président et la gauche globalement en France a voulu procéder à des nationalisations de grande ampleur, eh bien le Conseil constitutionnel s'est attaqué à ce processus de nationalisation pour l'avorter à certains égards et pour accentuer encore le conflit de nature politique, de nature idéologique entre une gauche envahissante et un Conseil constitutionnel très conservateur. Parce que bien sûr, les présidents de la République en France disposent d'une compétence assez large pour nommer des juges constitutionnels. Et lorsqu'on est président de droite, on va nommer forcément des personnalités de droite conservatrices au sein donc du Conseil constitutionnel. D'où donc cette lutte contre la gauche en France, et à sa tête, je viens de le dire, François Mitterrand, et le Conseil constitutionnel, bien sûr dominé par des juges constitutionnels qui ont été nommés par plusieurs présidents auparavant d'obédience donc droite. Voilà, donc je l'ai réaffirmé, le futur président de la République, à partir de 1981, je parle toujours de François Mitterrand, ne manque pas d'ajouter, c'est une mauvaise plaisanterie, une opération politique, c'est une institution même du Conseil constitutionnel que je mets en cause. Voilà, il n'y a pas plus fort que ça. Le constituant pourra décider soit une politisation accrue du rôle de l'organe chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois et de sa structure, contrôle, c'est-à-dire par un organe politique, considérant qu'ainsi il constituera un organisme régulateur efficace. Voilà, donc c'est le cas du Conseil constitutionnel français et pratiquement à sa mesure le Conseil constitutionnel marocain, puis par la suite la Cour constitutionnelle au Maroc depuis la Constitution de 2011, soit bien sûr une dépolitisation de cet organe, c'est-à-dire en lui attribuant une tâche d'ordre technique et par là même le rôle d'un organe théoriquement neutre, un organe juridictionnel. Ça c'est le cas de la Grande-Bretagne, c'est le cas des États-Unis, dans la mesure où la constitutionnalité des lois est la tâche menée par une cour suprême, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'une cour de cassation telle que ça existe chez nous. La haute cour de justice aux États-Unis, la haute cour, c'est la cour compétente pour vérifier la conformité, au plus haut niveau bien sûr, la conformité, si vous voulez, d'une loi à la Constitution. Le contrôle par un organe politique, en premier lieu.
je viens de le dire, c'est l'exemple du cas français, le cas marocain et les cas bien sûr qui vont dans ce sillage-là. Sous cet aspect, il ne sera pas question d'un contrôle de l'aspect juridique des lois mises en cause, mais de leur opportunité politique. Voilà. Donc, bien sûr, il va de soi que même le contrôle de l'aspect juridique des lois serait bien sûr l'affaire du juge constitutionnel. Mais le juge constitutionnel, je voudrais dire, peut aller au-delà des simples considérations juridiques pour juger à certains égards un certain nombre d'aspects politiques ou d'opportunités politiques. Et à ce moment-là, je vais vous donner des exemples donc, par la suite. À ce moment-là, la juridiction constitutionnelle ne vérifiera pas uniquement la conformité de la loi à la Constitution dans sa déclinaison juridique, mais sera tentée de glisser vers l'appréciation de l'opportunité de la mesure envisagée. De toute façon, il s'expose à en être accusé, ou de toute façon, il s'expose à en être accusé. Voilà, à certains égards. Elle s'attachera donc essentiellement à établir des compromis entre des forces politiques associées dans l'exercice du pouvoir. Et par conséquent donc, cette juridiction sera réduite au rôle d'allié du pouvoir politique. Donc, ce sont les principales accusations qu'on peut attribuer, qu'on peut donc déclarer pour fustiger en quelque sorte le fonctionnement du juge constitutionnel. Le plus souvent, donc, c'est la majorité parlementaire dont le gouvernement est issu qui s'assurera de sa neutralité, voire de sa connivence vis-à-vis de la production, donc bien sûr, législative du Parlement. Là, l'exemple est arrivé, que je vous ai promis depuis il y a quelques instants. En 2002, le Conseil constitutionnel en France annule, le 12 janvier 2002, annule une disposition de la loi dite de modernisation sociale adoptée le 19 décembre 2001 et bien sûr adoptée par le Parlement. Et donc cette disposition porte sur la définition des licenciements économiques, une redéfinition des licenciements économiques. En effet donc, prenant en compte l'émotion de l'opinion face aux affaires Renault, Vilvoorde, Michelin, Danone, Marks & Spencer, voilà, le Parlement donc, a eu à redéfinir la notion de licenciement économique, a ouvert la voie vers des licenciements économiques de grande envergure et le Conseil constitutionnel a accepté cette disposition. Il ne l'a pas annulée, même si bien sûr on sait très bien que les licenciements économiques sont très réglementés. Lorsque je dis licenciement économique, je dis licenciement à grande envergure. Et la loi, même au Maroc, donc en France, au Maroc, soumet les licenciements économiques à des restrictions très sévères. C'est-à-dire que tout licenciement économique doit avoir l'accord des autorités administratives supérieures. Mais la loi a prévu des allègements en termes, si vous voulez, de licenciement économique par ces grandes entreprises qui sont bien sûr Vilvoorde, Michelin, Danone, Marks & Spencer. Et l'opinion publique a été très émue de ces régressions en termes d'acquis sociaux. Mais le Conseil constitutionnel a tout simplement autorisé ces licenciements économiques. Il n'a pas censuré donc ces facilitations données aux grandes entreprises en vue de licencier plus facilement, pour la simple raison que le Conseil constitutionnel a soutenu le fait que pour être concurrentielle, l'économie française doit adopter des règles de grande souplesse vis-à-vis bien sûr d'autres économies environnantes, l'économie allemande, l'économie britannique, l'économie américaine, qui disposent donc de règles sociales beaucoup plus souples. C'est-à-dire que les Américains, les Allemands peuvent licencier plus facilement qu'en France. Et en France, donc, c'était un carcan. Vous avez des salariés, même si vous perdez beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas vous en séparer. Parce que la loi interdit les licenciements économiques. Sauf bien sûr mesures économiques ou plutôt considérations techniques qui font que l'entreprise se trouve en grande difficulté et encore.
Et il faut avoir un accord de l'administration qui impose des règles le plus souvent qui aboutissent à la disparition pratiquement de l'entreprise. Et donc le Conseil constitutionnel, dans cet ordre-là, a soutenu que dans un cadre mondialisé, ou dans le cadre d'une économie mondialisée, l'économie française ne prête pas à une grande compétitivité. Et du coup, donc, pour que l'économie française gagne en compétitivité, il faut qu'il adopte des règles sociales beaucoup plus souples. Entendez par là, permettant des licenciements collectifs plus facilement. Et donc, il a laissé passer des dispositions rendant les licenciements collectifs plus faciles par les entreprises multinationales. Et ainsi donc, vous voyez qu'il a pris part dans un contexte politique en faveur du patronat et en faveur bien sûr du capital et au détriment de la classe ouvrière. Donc c'est une attitude de nature politique et qui a pris le dessus, qui a prévalu sur bien sûr le contrôle qui normalement doit être de nature juridique, si vous voulez, de la loi. Mais à ce moment-là, le Conseil constitutionnel a été obligé de trancher et d'arbitrer en quelque sorte ce conflit entre la force de travail et le capital en France. Et bon, conscient bien sûr des équilibres extrêmement fragiles et du positionnement de la France à l'échelle bien sûr européenne et à l'échelle internationale sur le plan de la performance économique, le Conseil constitutionnel a été convaincu que si on n'élimine pas si vous voulez, ces nœuds qui rebutent, qui retardent et qui rendent plus difficile la compétitivité de l'économie française, et bien l'économie française donc risque de perdre en performance et en compétitivité à l'échelle internationale, d'où donc il a pris le risque d'accepter ces mesures permettant des licenciements plus souples. Voilà. C'est-à-dire qu'il a exercé un contrôle de nature politique, au-delà du contrôle juridique prévu et qui constitue le fondement même de la compétence de contrôle de constitutionnalité de la loi. Voilà, donc en deuxième lieu, il y a aussi un autre type de contrôle, notamment le contrôle exercé par un organe juridictionnel. Dans ce système, c'est la technique juridique qui prévaut. Le juge ne peut pas faire prévaloir la sensibilité politique pour trancher un conflit quelconque. Agissant donc selon une procédure juridictionnelle, la tâche des juges consiste à contrôler la loi mise en œuvre en fonction des critères juridiques, notamment la conformité technique de la loi à la Constitution, ce qui renforce la garantie d'indépendance des juges et par là même réduit considérablement le rapport entre la recherche de compromis d'ordre politique et la fonction de contrôle de la constitutionnalité des lois, théoriquement, qui peut être théoriquement donc impartial. Le contrôle par un organe juridictionnel combine en effet des avantages théoriques, notamment la technicité, l'indépendance et l'efficacité qui font sa force, et justifie par là même sa primauté par rapport au système de contrôle confié à un organe politique. Et au bout du compte, donc, j'aimerais ajouter un autre point, notamment le type de contrôle, ou ce type de contrôle, c'est-à-dire par le contrôle juridictionnel, peut s'exercer selon deux techniques, notamment un contrôle par voie d'action, à titre principal ou in abstracto, notamment qui implique l'annulation pure et simple de la loi jugée non conforme à la Constitution, le système américain par exemple, ou le contrôle par voie d'exception, dans lequel la partie requérante demande au juge d'écarter l'application de la loi à l'affaire en cause. Le modèle américain issu de la jurisprudence Marbury and Madison, donc en 1803. Et l'exemple britannique va bien sûr dans le sens du contrôle par voie d'exception.